Donc ça, c'était le texte que Alexis aurait développé. Donc moi, je ne peux pas le faire à sa place. Mais je vous signale juste avant de passer la parole à Katitou qu'il va publier un article que je vous ferai suivre, puisque si vous laissez tous ceux dont je n'ai pas les mails, qui s'appelle « Enjeu du protocole de Nagoya à l'échelle de la Guyane. Le défi de l'APA au regard de la question autochtone ». Et c'est particulièrement sur la question de l'accès aux ressources génétiques et au partage équitable des avantages en Guyane. Voilà. Alors, par la suite, ces présentations depuis ce matin, je voudrais juste rajouter un deuxième témoignage par la suite de la demande que Barbara m'avait faite sur la question du témoignage. Donc, je voudrais rajouter seulement une partie d'un parcours qui est tout à fait personnel. Mais dans les personnels, on comprend bien que dans les cultures, les jeux, J-E, ça ne veut pas dire que moi j'existe par moi-même. Donc pour nous, ces jeux, c'est toujours inscrit dans un nous. Et c'est nous, j'ai eu la compréhension du pouvoir, le savoir plus, comprendre moi, dans ma chair, dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Quand j'étais en exilé en France, quand j'étais en exilé dans le monde, cette catégorie de exil me semble tout à fait pertinente dans ces théâtres d'opération, parce que, vous savez, monsieur Pierre, il est là quelque part, nous sommes toujours l'autre dans l'autre. Et peut-être la prophétie des Pilima, c'est que vous êtes l'autre de lui. Et que cette prophétie, elle termine aujourd'hui. Parce que lui, c'est cet homme qui est dans la photographie, habillé de la façon traditionnelle, et plus tard, plutôt un vieillard ou un âge de vieillissement, avec la tête basse, ses doigts qui pointent la terre, il semble tout à fait pertinent comme la manière de lire l'autre, et l'autre en vous, l'autre qui, lui, se présente pour vous et se présente pour nous. Ça veut dire que c'est les portraits d'une violence, la violence qui c'est de la conquête à partir de découvertes. Donc tous ces processus de messianisme ou d'évangélisation du christianisme, qui chez ces peuples ont causé plusieurs blessures, plusieurs formes de violence. Il me semble que lui, c'est la représentation, c'est son théâtre, c'est son opération, c'est sa manière de se raconter, de se lire, de se écrire à travers vous. Et je crois qu'aujourd'hui, ce théâtre se termine ou se commence autrement aujourd'hui, parce que vous faites partie de l'autre qui attendait lui, et lui attendait cet autre qui pouvait raconter d'autre manière à quel point nous aussi nous pouvons devenir dictateurs, petits dictateurs. On peut aussi utiliser du corps, de la sexualité pour faire des choses qui ne sont pas tout à fait ni chamaniques ni prophétiques. Je pense que les mots prophétisme ou prophétie, ça ne va pas du tout avec le monde amérindien, mais je crois que ça va avec l'histoire de la conquête auprès des peuples amérindiens. Donc dans ce sens-là, j'espère que ma parole ne soit pas prise comme un chamanisme de commerce, mais tout simplement quelqu'un qui sait de relire l'autre que j'étais pour moi-même, l'autre que je suis devenue, une fois que j'étais confrontée à l'idée de me présenter tous les jours et plusieurs fois par jour qui j'étais, ce que je faisais en France, pourquoi je suis venue, quand je comptais partir, etc. Donc, les années que Lula rentre dans le pouvoir, on va assister à un théâtre d'opération, si vous me permettez les termes, très particulier et qui a attiré mon attention. Lula avait implanté une série de mesures politiques. Je dis bien mesures. Ce n'est pas toutes les mesures qui sont devenues des lois, mais dans la continuité, qui n'était pas totalement la continuité politique avec notre présidente actuelle, nous avons eu quand même l'implantation de quelque chose qui c'est absolument nouveau, innovateur dans l'histoire post-coloniale. Ces pays avaient décidé de faire des lois de réparation aux peuples et communautés traditionnelles.
Bon, c'est long cette histoire, donc je vous fais un petit raccourci pour pouvoir témoigner. La politique de protection des peuples et communautés traditionnelles au Brésil implique la reconnaissance qu'il n'existe pas seulement des peuples amérindiens au Brésil, mais qu'il y a d'autres peuples qui sont venus au Brésil et qui ont créé des communautés qui aujourd'hui, ou depuis quelques années, on a décidé de les appeler communautés traditionnelles. Donc, ça complique bien l'affaire parce qu'on va voir les Palmeiranos, c'est une communauté qui parle en allemand, mais pas tout à fait, et qui sont déplacés au Brésil. Entre la fin du 19e et début du 20e, ils sont là, communauté traditionnelle au Brésil, depuis cette loi. Mais on va voir beaucoup d'autres. Mon affaire m'intéresse surtout les communautés amérindiennes et africaines. Pourquoi? Parce qu'au Brésil commence, je ne sais pas, il semble, qui par interférence, par rhizome avec l'Europe, ça commence à apparaître dans l'historiographie, mais aussi dans le texte de sociologie, d'anthropologie, même d'autres champs d'études, les mots diaspora. C'est un mot qui n'existait pas dans nos bibliographies auparavant. Et une fois que toute l'affaire des migrations explose, surtout en Europe, mais aussi aux États-Unis, parce que comme vous savez bien, les premiers partants du Brésil, ils vont tout d'abord aux États-Unis, c'est après qu'ils vont venir en Europe, ou alors ils vont même plus loin au Japon, etc. Donc, la diaspora est décrite au Brésil comme une diaspora africaine. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible? Diaspora en portugais, ça veut dire dias ásperos, jour dur. Alors, s'il y a quelqu'un qui a connu les jours les plus durs, c'est les Amérindiens qui étaient chez eux et qui, à un moment donné de l'histoire, ont été bien inventés d'être esclaves d'un autre. Et ceux qui n'étaient pas d'accord devaient s'éloigner d'une façon ou de l'autre parce que l'histoire de la conquête, ce n'est pas l'histoire d'une découverte. Si c'était juste une découverte, c'était bien. Il y a même un poète au Brésil qui a dit que si les Portugais ont été arrivés au Brésil un jour de soleil, nous avons découvert les Européens. Ça veut dire les déshabiller. Mais comme ils sont arrivés un jour de pluie, ils ont trouvé bien de nous couvrir. C'est une blague d'un poète dans une période, une blague très sérieuse, parce que là, c'est 1922, nous sommes en train de penser pour la première fois les catégories des nations au Brésil. Donc, c'est tous les mouvements qui les peintres, les littéraires, les politiques, les élites, etc. Les étudiants aussi ont beaucoup participé de cette semaine. Donc, ils vont créer, donc c'est une fabrique d'une mémoire. Nous sommes en train, pour la première fois, de penser au Brésil en haute voix. Pourquoi 1922? Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai choisi cette date parce que cette date, c'est, par coïncidence, la fin d'une politique établie au Brésil pour donner l'accord de sa libération, donc de son indépendance. Ça veut dire, vous pouvez être libéré, mais toutes les affaires des papiers, des éditions, des impressions au Brésil ont resté de la main ferme des Portugais jusqu'à 1922, ça veut dire 100 ans après, soi-disant la déclaration de cette liberté, de cette indépendance du pays. Donc c'est quelque chose de très important comme marque nationale. Parce que là, nous pouvons avoir effectivement la liberté de notre presse sans passer par les papiers et les conditions imposées par l'ancienne métropole. Donc, moi, je regarde le Brésil et je vois que la diaspora est africaine et que tous les intellectuels au Brésil sont en train de dire que oui, elle est bien africaine.
Donc, en tant que guerrière pacifique, je ne pouvais sinon coucher un texte et commencer à essayer d'établir à travers des articles une pensée pour bien déranger mes compatriotes afin qu'ils puissent aussi s'y mettre en colère et qu'on puisse discuter donc et faire un bon combat sur le terrain. Il dit mais de quoi s'agit cette diaspora? Mes articles donc qui étaient presque pas publiés au Brésil, ils étaient presque tous publiés dehors du pays, dit que la diaspora donc elle n'est pas africaine mais elle est afro-amérindienne. Parce que ce sont les Amérindiens qui sont là, ils sont eux qui doivent partir ou alors accepter la nouvelle condition économique au pays. Donc, les années de Lula viennent avec une politique de reconnaissance et de réparation pour les peuples et communautés traditionnelles. Mais, quand je regarde toute la loi qui doit donc porter un soutien, et plus qu'un soutien, reconnaître qui sont les communautés, quelles sont leurs demandes et finalement donner une suite politique à leurs demandes, ça veut dire éducation, culture et territoire. Donc, je me suis plongée sur les textes et je remarque que pour qu'on soit reconnu comme communauté, au peuple traditionnel, au dehors des Amérindiens, on doit avoir une association bien inscrite, bien créée, comme un peuple aux communautés traditionnelles. Waouh, là c'est toute la fabrique d'une mémoire. Parce que comment ces marrons, ou les quilombolas, ou les rémanescentes d'esclaves, pourront, du jour au lendemain, comprendre toute une démarche administrative et créer une association. Parce que c'est par une association qu'ils vont avoir un statut social reconnu. Et à partir de cette mise en place, j'ai envie de dire mise en scène, là, toute une procédure administrative va être créée. Et si tout se passe bien, un jour, l'INCRA va venir sur les terres afrodescendantes pour bien vérifier et donner l'authenticité s'il s'agit vraiment d'un ancien territoire afrodescendant qu'ils ont perdu, ou du côté Funai, qui va dans ses réserves, au campement, aux occupations dites plus ou moins clandestines, officialiser qu'il s'agit des terres amérindiennes, donc officialiser aussi les droits d'occupation de ces terres vis-à-vis l'Union, donc le gouvernement fédéral. Donc, je me suis dit, il faut que je regarde ça de près, parce que un collègue géographe avait entamé un énorme travail pour créer une cartographie des quilombolas au Brésil. Cette cartographie l'appelle la cartographie de la diaspora africaine au Brésil. Il avait organisé dans cette cartographie, très bien établie à partir des documents brésiliens qui existent surtout en Europe et un peu plus en Afrique et au Portugal. Donc, elle a parcouru toutes ces bibliothèques, tous ces lieux où il y a cette documentation, et on voit qu'aujourd'hui au Brésil, il y a, à ma connaissance, c'est l'unique pays avec une telle histoire qui a tant de demandes et tant de terres qui ont été reconnues pour les afrodescendants et pour les Amérindiens et pour les Afro-Amérindiens. Ça veut dire que de toute cette diaspora, de toute cette conquête, quand même il y a quelque chose que ces pays a réussi quand même à réaliser. Dans cette lutte de résistance et l'altérité, donc ces gens ont su défendre leurs droits. Et les quilombos, ce n'est pas un chapitre de l'histoire de la conquête au Brésil au XVIIe siècle, mais c'est une histoire qui a commencé au XVIIe, mais qui n'a pas terminé parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ de 7 000 à 800 000 demandes de reconnaissance des terres pour les afrodescendants. Et nous avons environ 800 quilombos qui ont été déjà reconnus
et les territoires ont été déjà transmis officiellement par les gouvernements. Cela représente Jorge Santiago, que beaucoup de terreiros de Umbanda, beaucoup de lieux de profession de foi ou de aide communautaire qui est plus ou moins liée au candomblé et à Umbanda, ont aussi déposé leurs projets, se sont transformés en association et ont déposé leurs projets pour avoir leurs terreiros certifiés comme un terrain quilombo. Donc nous avons des cas de figure, une mise en scène très complexe, très mélangée, parce qu'on a toutes sortes de demandes. On a des gens d'un coup qui sont afro-brésiliens et qui trouvent dans ces lois une possibilité d'avoir une terre, la reconnaissance d'un territoire. Donc, cette affaire, c'est une affaire problématique, très complexe, mais ce qui m'a appelé l'attention et a fait donc que je parle dans des empires, dans des nations africaines. La plupart des Africains qui ont été mis esclaves au Brésil, dont les comptes aujourd'hui, on sait qu'ils dépassent bien 6 millions de personnes, ils étaient très souvent issus de familles qui savaient lire et écrire, qui étaient dotés de capacités et de biens matériaux importants. Beaucoup sont arrivés au Brésil, ils savaient lire et écrire, et quand la machine coloniale s'aperçut qu'il y avait des gens lettrés, c'est là que la machine décide de remélanger et redistribuer ces esclaves afin qu'eux ne restent pas dans les mêmes groupes, avec les mêmes langues ensemble, afin que le processus de cette diaspora puisse alors aller à son ampleur. Donc, pareil pour les Amérindiens, tous les Amérindiens qui parlent à l'époque la langue générale, donc une langue interdite par les marquises de Pombal, qui va faire la force d'inquisition au Brésil. Donc c'est une langue d'altérité, une langue de résistance, une langue qui s'oppose à la langue portugaise et qui a resté plus de 200 ans au Brésil. Et elle s'arrête parce que même les explorateurs, les botanistes, les voyageurs français et autres qui sont allés au Brésil savaient parler cette langue parce que c'est la manière de pouvoir voyager et être parmi les sauvages. Sauvages, ceux qui savent agir avec la jambe. C'est ça que c'est sauvage pour nous. Après, en civilisé, c'est toute la partie de cette machine coloniale. Donc, quand moi j'entame ce parcours en 2013, j'essaie de voir qui sont aujourd'hui les sans-terre au Brésil. Bon, on a toujours les sans-terre, les gens métis, issus d'une étrange post-colonisation qui n'a pas donné de nom et d'identité à tout le monde. Donc, ces gens sont des gens sans identité. Vous avez un article très intéressant, si ma mémoire est toujours bonne, c'est Philippe Alain Castro qui avait écrit un excellent article dans ces bouquins qui racontent l'histoire du Brésil, donc il y a la colonisation, la République, la découverte, la colonisation, la République et la vie contemporaine. Donc c'est une espèce d'histoire de la vie privée au Brésil, que le Brésil a utilisé les mêmes mécanismes que vous. Il avait donc commandé à certains intellectuels d'écrire aussi son histoire privée. Et là, il nous raconte que quand l'esclavage termine véritablement, parce qu'on a des processus très différents, d'abord, c'est les femmes qui vont être libérées de leur ventre, ça veut dire tous les nouveaux-nés à partir de 1870 sont libres. On a la Irmandade das Mortes,
Irmandade das Mortes. Como traduzir ça? Irmandade da Boa Morte. Voilà, une communauté des morts. Regardez bien ces noms. Irmandade das Mortes, c'est une communauté candomblé, une bande. Plus candomblé au passé, plus une bande aujourd'hui. Qui dans l'époque de la colonisation, ces femmes faisaient de tout leur rite et tout leur travail dans les terreiros, na Bahia, les moyens d'acquérir la liberté des esclaves qui étaient censés à mourir. Donc elles achetaient et elles donnaient donc la liberté à ces esclaves. Une forme d'affranchissement. Donc moi, j'ai voulu voir ça de près parce qu'elles existent jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, plutôt dans les rites, candomblé et umbanda, aujourd'hui, pas la peine d'affranchir personne, sinon des bêtises politiques qui existent toujours dans notre pays, n'est-ce pas? Et elles font très bien cela. Donc, il y a plusieurs façons de libérer les esclaves. Et alors, Felipe Alencastre nous raconte que les affranchis, donc fin du 19e, vont sortir de partout dans les campagnes, zones rurales, mais ils vont où? Donc, beaucoup vont aller à Rio, comme ils vont aller à Salvador, capitale. Hein? Et quand ils arrivent à Rio, donc arrivent des milliers, mais ils n'ont même pas un seul papier, ils n'ont pas de nom. Donc, nous sommes devenus Maria de, parce qu'on était de quelqu'un. On était José de quelqu'un. Ce sont tous les noms bibliques que les premiers esclaves au Brésil, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième génération, on va voir, sont toujours des noms bibliques de quelqu'un. N'est-ce pas? Donc, au Brésil, nous sommes beaucoup de quelqu'un, mais ce n'est pas des noms ici comme des noms plutôt royaux, d'importance. Hein? Comme vous avez ici un D, quelque chose qui démarque, pour nous, c'est la démarcation d'une propriété de quelqu'un. Donc, il fallait enregistrer tous ces gens qui arrivent à Rio. Et la France, avec les architectes, avec les médecins, l'eugénisme qui commence à fréquenter énormément ce Brésil-là, il fallait trouver une solution. On va mettre ces gens où? Parce qu'ils sont tous en train d'habiter les uns avec les autres. Il y a des promiscuités, il y a des actes qui ne sont pas tout à fait bien vus sous les regards de blancs brésiliens. Et alors, c'est là le début des favelas. Si vous voulez voir la suite, il faut vraiment regarder ces chapitres incroyables. C'est les premiers articles de ces livres sur la République au Brésil. Et moi, donc, je passe pour toute cette bibliographie, donc j'ai dû la relire pour pouvoir entamer cette recherche, ces voyages. Et là, quand je rentre au Brésil, les premiers chocs que j'ai eus, c'est qu'il y a une fabrication d'une mémoire incroyable. Ces gens doivent apprendre qu'est-ce que c'est avoir une association, entretenir une association, participer des plans de réunions qui se passent. À Brasilia ou dans d'autres capitales, ils n'ont pas un centime, mais il faut fabriquer l'argent pour pouvoir être reconnus comme des associations qui vont dans les ça donne envie de dire, rite de passage administratif d'aujourd'hui, pour entamer leur légitimité en tant que peuple aux communautés traditionnelles. Donc, cette fabrication me semble tout à fait pertinente pour vous aujourd'hui parce qu'elle fait partie d'un théâtre d'opération. Ça veut dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous les Amérindiens? Qui sommes-nous les Sans-Terre? Qui sommes-nous les Quilombolas? Qui sommes-nous les Afro-descendants? Parce que Afro-Brésiliens, c'est tout à fait une autre catégorie. Excusez-moi, on ne peut pas les utiliser comme si c'était pareil. Non, c'est tout à fait autre chose. Donc, ceux qui ont une question plutôt raciale ou de métissage, se disent plutôt afro-brésiliens, tous les autres qui ont un combat pour la terre, un combat pour la reconnaissance d'une histoire, d'une résistance, d'une altérité, sont des afro-descendants, ils sont des quilombolas. Donc, quilombolas, c'est une catégorie tout à fait reprise du 17e et retravaillée
dans ces théâtres d'opération qui c'est à partir d'installation de ces gouvernements qui, plus ou moins bien, avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup d'avancées, a pu quand même instaurer cette loi qui est très innovatrice. Bien sûr, il y a des problématiques, oui, mais c'est une loi qui permet, y compris, que tous les livres didactiques, tous les livres scolaires, tous les livres parascolaires qui vont être financés pour les gouvernements, et je peux vous dire, ils financent beaucoup. Et donc, doit passer par une révision des contenus. Et dans ces livres, depuis l'école primaire, donc depuis les classes de 6 ans, où ça commence l'alphabétisation depuis au Brésil, ils doivent inscrire des informations sur les peuples et communautés traditionnelles. Donc c'est un long combat, c'est une grande lutte. Les quilomboles, les afrodescendants et les afro-brésiliens ne sont pas tout à fait toujours en accord avec les procédures, les formes de ces théâtres, de cette mise en scène et de cette manière aussi de réparer quelque chose qui fait partie de nos blessures. Donc à ce moment-là, l'unique chose que je voudrais compléter pour terminer ce témoignage, c'est qu'en rencontrant ces communautés, bien entendu, j'ai vu quelquefois des quilomboles qui doivent inventer une identité qu'ils ne savaient pas tout à fait qu'ils avaient et qui maintenant, ils peuvent avoir la légitimité, la reconnaissance d'être appelés quilomboles. Donc, il va chercher une histoire et c'est quelquefois les anthropologues qui viennent faire leur travail et qui là viennent en aide de ces gens et donc ils apportent quelques éléments de l'histoire qui n'étaient pas effacés par les Portugais ou alors par les Espagnols pour les aider à donner un contexte et peut-être trouver ces fils rouges de l'histoire perdue parce que sans ça, ils ne vont pas avoir la reconnaissance du territoire. Donc, en voyageant aussi par le Portugal et d'autres pays, une chose que j'ai remarqué, c'est que de toute façon, aujourd'hui, avec cette nouvelle globalisation, parce qu'elle n'est pas nouvelle en tout cas dans l'Amérique du Sud et moins encore au Brésil, parce que la Chine faisait déjà toutes ses affaires et toutes ses affaires commerciales dans nos côtes avec la Bolivie, et elle a essayé aussi de rentrer et envahir le pays à partir de ces frontières-là. Donc, on trouve des Afro-Amérindiens, des Afro-descendants, des Afro-brésiliens, des Amérindiens et tout ce que vous voulez, partout dans le monde. Mais une chose que j'ai toujours trouvée assez impressionnante, c'est comment on ne peut pas voir que c'est le processus d'être un autre, qu'on devient un autre dans cette peau d'immigration ou dans la peau exceptionnelle d'être étranger ou étrangère dans mon cas, parce que même quand on a la nationalité, personne pense que nous pouvons être français. Donc ils disent toujours, ah mais vous avez de papiers, vous devez partir quand? Je ne sais pas si c'est le visage, je ne sais pas si c'est la peau, je ne sais pas si c'est l'accent, nous sommes toujours étrangers. Et ça c'est la force, parce que ça donne une résilience. Moi j'ai construit cette résilience et les capacités de penser mon pays comme un autre et comme une partie, un prolongement de moi et quelquefois très loin, très découpé de moi, en tant qu'un autre. L'exil, c'est un théâtre d'opération extraordinaire. Et c'est là que je trouve que toutes les discussions de ce matin, je ne pouvais pas perdre l'opportunité juste de rajouter cela et je m'arrête. C'est que dans la peau d'un autre, en tant qu'immigré, qu'il soit au Portugal ou ici, en périphérie, en banlieue parisienne, nous pouvons trouver des terreiros de Umbanda. Et c'est là qu'en tant que l'autre, on fait ce théâtre d'opération qui c'est de revenir à quelque chose de chez nous, qui peut-être on n'avait pas assez vu, qui peut-être on n'avait pas assez valorisé, ou qui peut-être c'est notre tremplin pour pouvoir nous comprendre dans cette peau de l'autre, dans cette définition en permanence
qui nous sommes, ce que nous faisons là, c'est là qu'aussi l'Umbanda a sa place. C'est là aussi que l'Umbanda e o Candomblé ont aujourd'hui une place y compris sur Internet, parce qu'au Brésil est complètement arraché. Ce n'est pas seulement par un problème de biodiversité, des politiques économiques qui n'ont rien de durable ni de soutenable, mais c'est pour un mouvement énorme que personne, presque aucun intellectuel écrit au Brésil, et je disais ça à mes collègues là-bas, comme je dis ici et ailleurs, comment vous pouvez rester silencieux face à cette grande menace qui c'est l'expansion des évangélistes au Brésil, qui interdit toute forme de pratiques culturelles, toute forme de pratiques traditionnelles, en mettant en évidence leur culte comme une manière de nouveau messianisme. Et donc, j'ai voyagé les fleuves brésiliens et j'ai voyé tous les espaces qu'il y a 30 ans que j'ai connu, 20 ans que j'ai commencé en tant que chercheuse et qui n'existent plus parce qu'aujourd'hui, c'est interdit les pratiques reliées aux peuples et communautés traditionnelles au Brésil. Donc, vous voyez, la mise en scène, le théâtre d'opération brésilien est très vaste et dépasse, bien évidemment, les frontières du propre territoire géopolitique. Je vous remercie. Pierre. Merci beaucoup, Betito. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. Barbara, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être s'il y a une ou deux réactions, peut-être à chaud. Sinon, je propose qu'on fasse ensuite une très brève pause, vraiment de 3 minutes. Et puis, on fera une discussion finale de façon à 17h. Et s'il y a une ou deux réactions à chaud, peut-être qu'on peut quand même laisser... on laisse raisonner comme ça. Je vais juste dire une petite chose il faut pas, on ne peut pas dire qu'actuellement, personne ne lutte contre le fait qu'il y ait des églises évangéliques et qu'il y ait en particulier des églises évangéliques qui se battent contre les religions afro-brésiliennes. Personne ne peut dire ça parce qu'actuellement au Brésil, c'est sur les religions évangéliques, justement, et ce qu'elles représentent, qu'il y a le plus d'études académiques. Alors on ne peut pas dire que personne ne dit rien, que les gens lui disent rien. Malheureusement, Marion, je voudrais que tu m'entends bien. Je ne parle pas du travail scientifique qui a ce lieu de mémoire, qui a ce lieu de construction. Je parle d'une parole publique qui a tout à fait la légitimité et les devoirs légitimes de s'y placer dans les journaux, dans les télés, dans les radios. Parce que ce qui arrive, c'est très grave au Brésil. C'est très grave de voir qu'aujourd'hui, la PEC qui est en train d'être négociée au Brésil pour retirer les droits des territoires sont amenés par des groupes évangéliques qui sont agencés à côté des fermiers, des grands fermiers au Brésil. Donc cette PEC, c'est même les résultats de cette coalition. Donc nous n'avons pas assez de voix au Brésil qui parlent à l'intérieur du Brésil de ce qui arrive, parce que les agencements sont très compliqués et politiquement c'est encore plus compliqué. Il y a des uns et des autres qui retrouvent la part. Le Brésil, il aime bien les afrodescendants et les amérindiens pour les carnavals, pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, bien sûr, mais dès que c'est une affaire foncière, là, les Amérindiens, les mouvements sans terre, les afrodescendants, les quilomboles sont des ennemis. Moi-même, j'étais kidnappée au Brésil pendant mon voyage. Moi-même, j'étais mise en écart et moi-même, j'étais menacée de ma vie et la vie de ma fille parce que moi, j'étais à côté d'eux en train de faire une recherche. Donc, on n'a même pas pu révéler quoi que ce soit parce que les territoires où j'étais kidnappée, on ne peut même pas ouvrir la bouche. Et vous savez pourquoi? Parce que les mouvements d'instrumentalisation politique et économique au Brésil sont tels
que nous avons même quelquefois des représentants de nos côtés qui se sont mélangés avec l'autre côté par des histoires foncières très compliquées. Donc, l'affaire est très délicate, très complexe. Mais quand je vois qu'avant, on pouvait traverser par exemple les fleuves amazoniens ou les Saint-François et on voyait toutes les pratiques qu'il y avait culturelles, d'ailleurs des pratiques qui étaient tout à fait catholiques, amenées par les Portugais au départ et qui après vont devenir dans un agencement de territoire des traditions et des pratiques culturelles brésiliennes qui aujourd'hui sont interdites. Donc, on avait une série de processions, par exemple, qui se réalisaient, qui aujourd'hui ne se réalisent pas, parce que là où il y a une église évangélique, nous avons des interdictions culturelles radicales. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais bien sûr, on a quelques voix dissidentes. Bien sûr, il faut seulement qu'on soit plusieurs. Merci beaucoup. On fait une petite pause.